Alors, est-ce que vous avez envie de tout savoir sur les peintures naturelles et comment décorer votre maison ou votre appartement avec des peintures naturelles, avec tout ce que vous pouvez des fois trouver même dans votre cuisine, comme du fromage blanc? Par exemple. Eh bien, je vous propose de découvrir cette série de vidéos dans la chaîne qui vous aide à être aussi bien épanoui dans votre vie et dans votre lieu de vie. Et pour cela, donc, j'ai voulu partager ces moments avec Patrice Nobilet, qui est vraiment un spécialiste de la peinture naturelle. C'est quelque chose qui est vraiment hyper important pour toi. Ah oui, c'est très important. Et voilà, c'est vraiment ton métier. Tu fais que ça d'ailleurs, tu fais que de la peinture naturelle. Donc, on va faire toute une petite série de vidéos avec Patrice. Et donc, la première, ça va être, je te propose du coup de te présenter, d'expliquer un petit peu ton parcours. D'accord. Et surtout, comment tu es arrivé à la peinture naturelle. D'accord. Bah, écoute, en tout cas, merci d'être venu ici, dans l'atelier. Alors, pour me présenter, je vais essayer de faire un détour qui ne soit pas trop long. Mais en gros, ça remonte à mon grand-père. Voilà, ça remonte à mon grand-père, qui lui était peintre également. C'était un Italien qui vivait en Suisse et il a monté une entreprise de peinture décorative. Alors la peinture décorative, c'est une dimension de la peinture qui est assez récente. Ça date du 19e siècle, à peu près. Il a d'ailleurs lui-même fait la première école qui formait aux peintures décoratives à Bruxelles. Du coup, tu peux expliquer un petit peu la différence entre la peinture normale et la peinture décorative? C'est quoi la... Bien sûr, bien sûr. En fait, la révolution industrielle, on y reviendra, c'est souvent ce qui a provoqué les grandes scissions dans les métiers traditionnels. Mais on va dire que à partir de la chute de l'Ancien Régime, les peintres, la corporation des peintres, qui pouvaient s'occuper aussi bien du domaine artistique que du domaine artisanal, de peinture toute simple, les peintres on a pu exiger d'eux de respecter l'environnement architectural dans lequel la peinture s'inscrivait depuis des siècles. D'accord. Voilà. Ce qu'il faut voir, c'est qu'évidemment, tout ça, ça concerne des châteaux, des palais, des églises. Ça ne concerne pas le petit peuple. D'accord. Tout ça, ce sont des corporations qui étaient considérées comme artistes ou artisanales, peu importe. Mais en tout cas, elles avaient toujours à faire ou à prendre en considération l'architecture. D'accord, ok. Et à partir du moment où l'Ancien Régime tombe, on se retrouve dépossédé de cette exigence-là, et en même temps, toutes les recherches liées au développement de l'industrie au XIXe siècle vont mettre sur le marché une multitude de produits qu'il va falloir apprendre à gérer. Et donc c'est à partir du milieu du 19e environ, à peu près, que on va tenter de réintroduire de l'architectural par la peinture. Donc on va faire des panotages de faux marbre, on va... tu vois, c'est surtout ça qui a fait que c'est devenu un métier à part entière. Alors, ceux qui nous écoutent pourraient me dire, mais non, quand même en Italie, il y avait aussi des faux marbres, il y avait toutes ces choses-là. C'était un plus dans une architecture déjà très puissante. C'était un plus. Mais en tant que métier... c'est né vraiment récemment, cette dimension de peinture décorative. Et maintenant, aujourd'hui, dans cette rubrique-là, un peintre décorateur, donc il sait imiter les marbres, il sait imiter les bois, il sait faire ce qu'on appelle des patines. Donc ça peut très bien aller sur un meuble, sur des murs, sur quantité d'objets. Mais malheureusement, ils travaillent la plupart du temps avec des produits qui sont pétrochimiques, qui sont achetés fabriqués par l'industrie et vendus tout fait, tout prêt dans les magasins. Voilà, ça, je ne sais pas si je me suis bien expliqué, mais c'est vraiment historique tout ça. C'est vraiment historique. On répertorie pas, on va dire au XVIIe siècle, des peintres qui étaient uniquement peintres décorateurs. D'accord, voilà. ok.
toute façon, on en reparlera un petit peu plus au niveau de l'histoire de la peinture. Patrice va nous expliquer tout ça. D'accord. Comment la peinture est arrivée, passer de la peinture naturelle, que tout le monde utilisait avant, à la peinture qu'on trouve maintenant dans les magasins de bricolage. Et donc, du coup, tu vas vraiment nous expliquer tout ça. Donc, voilà. Merci pour cette petite parenthèse. Maintenant, je te laisse continuer à dire sur ta... comment je me suis retrouvé là-dedans. Sur ton histoire. Et alors, donc, mon grand-père était un homme ambitieux que j'ai jamais connu. Il est décédé bien trop tôt. Mais il était manifestement ambitieux parce qu'il faisait de la sculpture, il faisait de la peinture de chevalet, il avait une entreprise de peinture et de peinture décorative qui était assez importante sur le lac de Neuchâtel. Et alors lui, on va dire qu'il était complètement séduit par le progrès, par l'idée du progrès, et donc par tous les matériaux qui arrivaient sur le marché. Quoi. Il était vraiment, il n'a pas eu d'esprit critique par rapport à ça. Et il était difficile d'en avoir à l'époque, je ne veux pas le blâmer, il suffit de penser aux paysans, quand ils ont vu qu'avec un peu de poudre sur la terre, ça poussait à tous les coups, il y avait de quoi être halluciné, quoi, au vrai sens du terme. Et donc lui, il a eu cette démarche-là, il décède beaucoup trop tôt, et mon père, donc son fils, qui se retrouve orphelin à 15 ans, ne peut pas hériter de l'entreprise parce qu'il est trop jeune, et il a des velléités artistiques. Il a vraiment envie d'aller plus loin dans cette dimension de peinture picturale, et il viendra faire les Beaux-Arts à Paris. D'accord. Donc dans les années 60, il est à Paris, il fait les Beaux-Arts. Alors il tombe aussi à une époque qui remet tout en cause, enfin bon, voilà, tout le monde, j'imagine que tout le monde se fait une vague idée de ce que pouvaient être les Beaux-Arts dans les années 60. C'était, on tournait complètement le dos à la tradition, on n'apprenait plus un métier quand on allait aux Beaux-Arts, on apprenait, c'était le début du concept, d'une certaine manière, il fallait surtout avoir des idées, et peu importe la technique, c'était déjà ça. Il a été d'ailleurs très déçu, lui était un Suisse qui arrivait avec un peu un idéal de l'art à Paris. Il a été très déçu par ça. Donc il s'est retiré, il est parti vivre en Suisse, où je suis né, moi, mais c'était pas la même partie de la Suisse, c'est la Suisse italienne. Et mon père, en fait, il était fondamentalement un constructeur. D'accord. Je veux dire par là qu'il ne concevait pas seulement ses constructions, il les faisait aussi. C'est-à-dire il s'impliquait corporellement, sensiblement et sensuellement. Et donc il a par l'expérience, il a remis en question l'approche de l'humain avec le matériau. D'accord. Le matériau brut. Et moi, parmi les frères et sœurs, j'ai été, je pense, un de ceux qui a été le plus sensible à cette prise de conscience chez mon père. Et j'ai donc observé, écouté voilà, son évolution et son approche écologique. Il ne l'a jamais nommé comme ça, mais c'était une approche très, très sensible, vraiment très sensible aux matériaux, et même, d'une certaine manière, identificatrice. Il a, je crois, sans donner le mot, mais il a compris notre consubstantialité à la Terre. Il a bien compris qu'on a un corps qui respire. J'ai une anecdote qui est parlante. Quand il essayait justement certaines peintures ou certains revêtements, et qu'il prenait sa douche, il trouvait sa peau formidable, parce que l'eau allait sur la peau. Il savait que l'eau sortait aussi de la peau quand il transpirait, et il disait la peau est toujours là, toujours souple, toujours belle, enfin voilà. C'est pour dire juste, cette anecdote-là, c'est pour dire la démarche, la démarche intuitive, preuve d'une grande confiance en lui, malgré tout, une confiance dans ce qu'il ressent, dans ce que ses instincts, ressenti intérieur, ses Ça. intuitions. Voilà, aussi, et il écoute ça. Il écoute ça. C'est une des raisons pour lesquelles il a quitté Paris dans les années 60, parce qu'il sentait que ça lui correspondait pas, c'était intellectuel, c'était pas ressenti. Voilà. Et donc c'est cette démarche-là que j'ai eue sous mes yeux toute mon enfance. Moi, je voyais mon père était tout le temps. Moi, j'ai grandi dans des chantiers. Enfin, on était tout le temps en chantier. Et donc ça a dû me marquer profondément, parce que j'ai moi-même eu un parcours beaux-arts et un apprentissage un peu plus artisanal à l'école Boulle. J'ai beaucoup dessiné dans les ateliers de la ville de Paris, le modèle vivant. Enfin, j'avais envie d'aller vers la peinture de chevalet, avec une volonté de, contrairement à mon père, sur ce coup-là, avec une volonté de comprendre davantage les anciens.
Oui. Quand je dis les anciens, ce sont les maîtres du gothique jusqu'au 18e, à peu près. Hein. Et en les côtoyant, en copiant au Louvre ou dans d'autres musées, j'essayais, à ce moment-là, il y a 30 ans, j'essayais de comprendre les processus de fabrication de l'image. Enfin, c'était, je ne sais pas comment le dire, mais c'était... pourquoi ils construisaient les personnages, pourquoi de telle manière, pourquoi ils composaient l'image de telle manière. Enfin, c'était surtout ça ma démarche. Du coup, tu avais vu un petit peu tout ce qui était géométrie sacrée, etc. avec le nombre d'or? Non, j'ai tous les livres, mais vraiment, ça me tombe des mains. J'arrive pas à... Je pense que c'est aussi un peu comme mon père, c'est une approche trop intellectuelle pour moi. D'ailleurs, je connais des peintres qui sont fascinés par ça, qui appliquent toutes ces règles dans leurs tableaux, et ça marche pas. Ça marche pas, c'est raide, on sent bien que c'est intellectuel. Et je pense que c'est le fameux nombre d'or, en tout cas la divine proportion qui a été vraiment valorisée à l'époque de la Renaissance. Je crois que si on est... bien structuré intérieurement, tu vois, si on a eu une enfance simple, dans la nature, si on a eu la chance d'épanouir notre corps dans la montagne, comme ça a été mon cas, on tracerait instinctivement l'horizon à la divine proportion. Enfin, je crois que c'est surtout ça qui m'intéresse dans ce travail de géométrie qui a été fait beaucoup à la Renaissance. C'est qu'ils se sont bien rendus compte que nous, êtres humains, on est constitués aussi sur ces mêmes proportions. Voilà. Mais de toute façon, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que naturellement, en fait, un homme va être attiré par quelque chose qui est lié à la géométrie sacrée, par rapport au nombre d'or, ou la racine de 2, ou la racine de 3, on va naturellement, en fait, le voir, le percevoir. C'est ça. Et donc, je pense que quand on l'a intégré complètement en soi, en effet, parce que la nature, de toute façon, est faite comme ça, elle est faite avec la géométrie sacrée. Et nous sommes la nature. Et voilà, et c'est pour ça que souvent, quand on dit par exemple qu'une personne est belle esthétiquement, c'est que ses proportions tirent vers le nombre d'or, mais on ne s'en rend pas compte. Bien sûr. Et je pense qu'en effet, dans un tableau, il y a une harmonie qui se crée, parce que justement on se rapproche de cette proportion, et peut-être qu'en fait on le fait instinctivement pour certains, et que peut-être maintenant à l'heure d'aujourd'hui on est en train d'essayer de tirer des tracés régulateurs, etc., mais ça se trouve le peintre le faisait naturellement sans forcément se prendre la tête. Alors je crois malgré tout que dans les ateliers il y avait une transmission, il y avait des trucs, il y avait des trucs, et la sensibilité, l'intelligence, le raffinement du peintre allait pousser plus ou moins loin ces notions-là. Il allait les intégrer assez... Évidemment, enfin, je pense à Chardin, Vermeer, enfin, pourtant ils ont des techniques très différentes, des façons de créer une image qui sont très différentes l'un de l'autre, mais on sent que c'était des individus très très bien structurés et très raffinés. Et donc, une fois qu'on le sait, on va dire si le maître te donne quelques indications, une fois que tu le sais, tu peux plus passer à côté. Donc tu vas voir quand ça manque. Je pense que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Si dans ton tableau, tu reviens le lendemain matin, tu as un œil frais, tu regardes ton tableau, tu sens qu'il y a, comme tu dis, c'est ressenti. Tu sens qu'il y a un truc qui manque. Si tu as les outils, les trucs d'atelier, bah, tu vas pouvoir réparer ton image en relevant légèrement la partie là en bas à gauche qui est un triangle, tu vas peut-être la remonter un tout petit peu et ça va rééquilibrer tout le reste du tableau. C'est la question du vide, du plein, enfin, c'est comme en musique, c'est comme finalement, c'est comme tout, c'est comme nos intérieurs, c'est exactement la même chose. On appréhende un espace, un volume, une circulation, de la lumière, enfin, c'est exactement la même chose. Et du coup, par rapport à ces théories, j'ai une certaine réticence. Je les ai lues, oui, j'en comprends les grandes lignes, mais je crois que je le ressens assez bien. C'est pas prétentieux du tout, hein, ce que je dis, hein, mais je le ressens assez bien. Et quand j'en ai besoin, je retourne dans ces livres. Mais voilà, c'est plutôt, comment dire, ce que je souhaiterais finalement, avant de parler de la peinture naturelle, ce serait de faire en sorte que les enfants grandissent de manière à épanouir leur corps, quoi. Déjà. Le fait de les contraindre, ça contraint tous ces phénomènes, enfin tout ce qui demande à s'épanouir en nous, quoi. On est avec tout ça et ça s'épanouit pas. Puis d'observer la nature, hein. C'est vrai que quand on observe la nature, comme tu disais quand tu étais enfant, finalement tu as été vraiment baigné là-dedans, mine de rien, on apprend à observer
ce nombre d'or, cette géométrie, cette proportion extraordinaire. Et, je ne sais pas si on l'observe. Mais on s'en imprègne en tout cas. Voilà, c'est ça. On est complètement imbibé, on est dans la nature. Et on est la nature en fait. C'est ce qui est beau dans l'enfance. C'est qu'on est dedans, on est la nature. Et on ne se rend pas compte, c'est seulement à partir du moment où on commence à échafauder 2-3 théories qu'on s'en sépare. C'est terrible. Hein, on regarde un animal dans une forêt, ça lui paraîtrait aberrant de lui demander ce qu'il pense de l'air. Est-ce que tu es sur le nombre d'or ou pas? C'est ça. Et pourtant, Dieu qui sont beaux. Tu vois, donc, et il y a cette question-là, on pourra peut-être l'aborder, il y a la dimension de l'utilité de l'art. Tu vois, je crois que c'est un des fondements auxquels je tiens beaucoup. Il faut que l'art soit utile. S'il est abstrait, ça participe trop de ce qui s'est passé depuis 2 siècles, d'une séparation entre justement le monde naturel et le monde artificiel. Du coup, dès le départ, tu as commencé à peindre avec des peintures naturelles, ou est-ce que tu es déjà passé par un côté avec les peintures fabriquées? Ouais, fabriquées. Alors oui, quand j'ai commencé la peinture, j'ai peint à l'huile. Donc bon, alors on peut pas dire que ce soit un poison, quoi. Ce sont des petits tubes à l'huile, plus ou moins de bonne qualité, mais enfin, en gros, c'est composé de pigments qui eux sont naturels, qui sont synthétiques pour un grand nombre, pour les plus récents, mais disons qu'en gros c'est du pigment et de l'huile, quoi, hein, le liant et la charge. Et c'est en copiant au Louvre que j'ai rencontré un Américain. Et c'est très étonnant parce que toutes ces questions écologiques, elles sont, je trouve, beaucoup plus en éveil dans les mondes anglo-saxons. D'accord. Et c'est un Américain qui était passionné, il avait 20 ans de plus que moi, passionné des peintres hollandais, et chez qui je suis allé travailler dans son atelier à Paris. Et c'est là que j'ai découvert le fait de broyer ses propres couleurs, le fait de choisir ses huiles, le fait de fabriquer ses vernis. Enfin, j'ai découvert tout ça avec lui. Ça m'a fasciné. J'ai passé plusieurs années dans son atelier à apprendre tout ça. Et ça a duré une bonne dizaine d'années quand même. Hein. Tous les grimoires, les essais, c'est malgré tout réinventer le fil à couper le beurre. C'est pas simple. L'industrie est vraiment passée par là et elle a dépossédé en fait l'artiste de la dimension artisanale. Il a vraiment dépossédé. En gros, c'est la grande révolution soi-disant des impressionnistes qui ont pu sortir peindre sur le motif. S'ils ont pu sortir peindre sur le motif, c'est parce qu'ils avaient la possibilité d'avoir des petits tubes dans lesquels il y avait de la peinture. Ça, c'était pas possible avant, parce qu'on conservait l'huile, la peinture à l'huile, quand tu la broies, elle sera bonne pour la journée, ou éventuellement pour le lendemain, mais ensuite, au contact de l'air, elle sèche. Donc on peut pas les conserver. Les anciens mettaient ça dans des moules fermés avec de la cire, enfin tu vois, ils essayaient, mais en tout cas, ça a été vraiment une révolution que de pouvoir stocker du pigment broyé à l'huile dans un petit tube d'aluminium. Ça a été une révolution. C'est ce qui a permis justement aux impressionnistes de sortir et d'aller réinterpréter finalement les codes académiques en disant mais finalement, oui, la lumière, l'ombre, pardon, elle est pas marron, quoi. L'ombre, elle est bleutée. Tu vois, par observation. Parce qu'ils pouvaient emmener l'atelier à l'extérieur. Alors qu'avant, on reconstituait un paysage en atelier. D'accord. Donc il y avait une dimension intellectuelle. Il fallait repenser le paysage. Mais bon, quand comme au XVIIe siècle, je sais pas, je pense à des paysages flamands, les gars, ils étaient toute la journée dans la nature. Donc c'est là où on revient à ce qu'on disait au début. Je pense pas qu'on observe la nature, on en est complètement imbibé, on devient la nature. Donc quand tu restitues sur une composition de paysage, tu restitues un paysage, c'est intuitivement, tu vas faire les ombres au bon endroit, tu vas faire tes plans, tu vas faire ton arbre, il va pousser de manière à ce qu'il ait l'air sain, robuste. Si tu veux faire un arbre fatigué, tu vas le faire intuitivement. Enfin, tu vois, t'as pas besoin d'aller copier sur le motif. Alors, il faisait ça comme étude. C'est-à-dire, il partait avec un carnet, des lavis, et quand il voyait un bel arbre, il le dessinait dans leur carnet. Il revenait avec ses carnets à l'atelier, et là, il recomposait complètement la nature sur leur tableau. Voilà.
Bon, après, c'est vrai que comme ça paraît simple de refaire un arbre, etc. Parce que tu as l'habitude. Moi, des fois, on ne voit pas forcément si tout de suite, quand je dessine, si mon arbre est en bonne santé ou pas. Il faut un peu de métier. Voilà. Bien sûr. Mais malgré tout, je pense que ça faisait partie je les appelle des trucs, mais en tout cas des conseils qui étaient prodigués par les maîtres. Hein, cette notion-là aussi, on l'a perdue avec l'industrie. On n'a plus de maîtres. Donc il faut apprendre un peu tout seul. Dans les livres, c'est beaucoup moins concret. Mais les maîtres, je pense qu'il suffisait qu'à l'époque, ce qu'on appelait un maître, c'était un individu en qui tu déposais toute l'autorité. Enfin, tu vois, tu doutais absolument pas de son autorité et de son savoir. Bien, quand tu es dans cette position-là, ce qu'il te dit te marque à vie. Enfin, c'est vraiment un rapport, un beau rapport, je trouve. Eh bien, ces conseils que pouvait te prodiguer un maître, tu les oubliais jamais. Donc, il suffisait qu'ils te disent, mais ton arbre, regarde les feuilles, elles ont soif sur ton arbre. Tu vois, quand tu es en train de dessiner ton arbre. J'imagine que si j'ai 14 ans, je suis chez un maître de la Renaissance, s'il me dit ça me frappe. Enfin, et du coup, plus jamais je mettrai des feuilles fatiguées, à moins que je veuille donner un sentiment, tu vois, un peu de morbidité dans mon tableau. Mais sinon, les arbres sont sains. C'est ce qui est très frappant. Moi, j'ai la chance de pouvoir enseigner dans une école. C'est très frappant de voir que quand j'aborde ces sujets-là, la plupart des individus font des végétations fatiguées. D'accord. Et si parmi les élèves, il y en a 1, 2 ou 3 qui font une végétation dynamique, tu vois, vivante, je pose la question pour savoir s'ils sont nés à la campagne, et c'est systématique, ils me disent que oui. D'accord. Tu vois, les enfants urbains, ça donne une peinture, si on se limite à la peinture de paysage, une peinture très fatiguée, très desséchée, alors qu'un gamin de la campagne, même s'il a 30 ans quand il apprend le métier, ça donne tout de suite, tu vois, une végétation qui est beaucoup plus saine. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est pas dû à son observation. D'ailleurs, ça l'étonne quand je pose la question, je dis est-ce que tu es né à la campagne? Tu vois, c'est presque considéré comme un défaut quand tu es en ville. Eh bien, quand je le félicite, quand je lui dis qu'il a eu de la chance comparé aux autres qui sont urbains, bah c'est frappant, c'est marquant quand tu dessines de la végétation. Mais je trouve ça super parce que on voit vraiment qu'en effet, en peignant, etc., c'est réapprendre à se faire confiance aussi parce que finalement, on a tout en soi. C'est souvent ce que je suis en train d'apprendre aux gens que finalement, notre intuition, notre capacité de perception, etc., on l'a de toute façon de façon intuitive. Absolument. Et donc, il faut simplement pouvoir se reconnecter à ça. C'est ça. Et alors, ça sous-entend qu'il y a quelque chose qui nous a déconnectés à ça. Tu vois, parce que tu as peut-être déjà parlé aux gens qui te suivent de Jean Lidloff, tu vois, non, jamais. Bon, c'est une femme qui a eu un choc le jour, et là, elle s'est retrouvée au milieu d'une tribu en Amazonie. Alors elle, ça te dit quelque chose, voilà. Oui, c'est concept de continuum. Concept de continuum, voilà. Et en effet, elle se rend compte, elle, américaine, dégénérée, belle femme, mannequin à Paris dans les années 50, enfin, tu vois, la nana dans le vent, quoi, elle se rend compte en arrivant là que toute l'éducation qu'elle a reçue l'a déviée, justement, de ce continuum. Tu vois, se reconnecter, c'est signe qu'on est vraiment une société malade. Enfin, moi, je l'accepte, je l'assume, hein, mais on est une société déviée de ce naturel, par lequel nous sommes nés, avec lequel nous sommes nés, mais duquel on a été manifestement dépossédés. Et ça, c'est certain qu'il faut se reconnecter à ça, et ce qui est triste, c'est que ça demande des efforts, ça demande beaucoup de remise en question. Enfin bon, j'imagine que c'est ta motivation, quoi. C'est vraiment ce que tu essaies d'aider les gens à faire. Et du coup, comment t'es passé de la fabrication de tes pigments pour faire de la peinture plutôt sur tableau, chevalet, etc. Voilà. À la peinture à la peinture sur les murs, voilà. Eh bien, écoute, j'ai une formation auto-hétérodidacte. Tu vois, je reprends ça à Edgar Morin, j'ai bien aimé sa formule. C'est-à-dire que un petit gamin de la montagne que j'étais, tu vois, quand j'étais petit, j'ai appris à apprendre par moi-même, en fait. C'est moi qui apprenais, et je suis convaincu qu'on apprend d'ailleurs soi-même. Personne ne peut nous apprendre quoi que ce soit. On absorbe ce qu'il y a autour de soi, des gestes, des mouvements, des sons de voix,
Et donc, je suis arrivé à Paris, j'avais 13 ans. Donc c'était un peu trop tard, on ne pouvait plus me façonner, on ne pouvait plus me faire croire que pour apprendre quelque chose, il fallait que je sois enseigné. Tu vois, c'est pour ça que j'aime sa formule, auto-hétérodidacte. C'est-à-dire que j'apprends par moi-même, mais en picorant à droite à gauche. Tu vois, hétérodidacte, voilà, j'ai ce copain américain, ma montagne de l'enfance, tu vois, le musée du Louvre. Et donc, j'ai jamais développé en moi une vision de spécialiste. Hein. Et quand tu es artiste, ceux qui le sont se reconnaîtront, tu as du mal à manger. En gros, c'est ça. C'est pas facile de ne vivre que de ces tableaux. Eh bien, j'ai une grande chance de ne pas faire de ségrégation, si tu veux, dans les métiers. Pour moi, il n'y a pas de différence entre peindre un mur et peindre un tableau. Je sais qu'il y en a que ça fera bondir. Mais en tout cas, personnellement, j'aborde les deux avec la même attention, la même intention, avec le même soin. Tu vois, si on a le temps, je te raconterai un mythe romain qui a été révélé il n'y a pas très longtemps par un anglo-saxon qui est très beau, justement, qui parle du soin. Eh bien, quand on est dans cette attitude de soin, et chez moi, c'est comme ça, je suis comme ça. Je me suis pas... c'est pas du tout une manière que je me suis imposée, c'est juste... quand j'ai envie de faire quelque chose, je prends soin de ce que je fais. C'est comme les enfants, c'est comme... voilà, tu prends soin, tout simplement. Et donc, quand je me suis retrouvé à plus pouvoir payer le loyer de ma chambre de bonne à Paris, enfin, tu vois, comme ça arrive à tous les artistes, eh bien, j'ai pas hésité une seconde à repeindre la cuisine de madame, ma voisine, ou de peindre, tu vois, le salon des amis de mes parents à l'époque, enfin, tu vois, Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que ça me donnait une grande liberté, parce que, en tant qu'étudiant, en tant que peintre, tu vois, ça me donnait beaucoup de liberté, parce que il suffisait en gros que je travaille l'équivalent de 3 mois à Paris, et avec ces 3 mois de peinture bâtiment, peinture décorative, avec ces 3 mois, j'avais les 9 mois pour moi, les 9 autres mois pour moi. Ça me payait mon loyer, ma bouffe, et j'étudiais toute la journée, donc c'était merveilleux, c'était vraiment formidable. Donc je crache pas dans la soupe, c'est grâce à la peinture bâtiment et la peinture décorative, mais j'ai pu faire des études, l'esprit très tranquille, tu vois, et du coup j'avais 9 mois pour continuer à comprendre la peinture plus artistique, enfin tu vois. Et dès le départ, du coup, t'as fait avec des peintures naturelles, ou est-ce que... Alors, le premier projet, je m'en souviendrai toujours, c'était pour la secrétaire de ma mère, le premier projet que j'ai eu à faire, j'étais tout jeune, hein, j'avais 16 ou 17 ans, c'était un appartement qu'elle avait dans les beaux quartiers du 16e, qu'elle voulait remettre en blanc pour le louer, enfin, vraiment le truc classique. Naïvement, je suis allé chez le marchand de peinture, j'ai acheté la peinture qu'il fallait, enfin je me suis fait conseiller par le vendeur, naïf que j'étais, et avec les rouleaux, j'ai appliqué tout ça sur les murs. J'ai fait ça proprement, mais j'ai été très marqué par la difficulté avec laquelle tu nettoies les rouleaux, les brosses, le gaspillage, tous les seaux en plastique, tu vois, étaient foutus, quoi. En gros, tout ça, ça partait à la benne, donc à la terre. L'odeur dans laquelle tu travailles pendant ton chantier, c'est insupportable. Enfin, j'ai été frappé, vraiment frappé. J'ai pas intellectualisé la chose, mais enfin, ça m'a d'une certaine manière déplu, ça m'a dégoûté, enfin, ça m'a détourné de cette dimension de soin. Tu vois, je m'y retrouvais plus, je retrouvais plus cette dimension de soin dans le processus de fabrication. J'étais d'une certaine manière gêné par ces matériaux que je reconnaissais pas comme quelque chose. Tu vois, comme comment dire, comme complice ou comme avec lequel tu te sens bien. C'est ça, voilà. Ou en tout cas, ça m'a posé question. Voilà. J'avais ces matériaux-là et ça m'a vraiment posé question. Et c'est à partir de là où toute la démarche de mon père m'est revenue à l'esprit. Tu vois, ce rapport vraiment aux matériaux, au fait que ça respire. Et surtout, je crois que ce que mon père a atteint comme niveau supérieur à la moyenne des gens qui se préoccupent d'écologie justement dans les matériaux, c'est que pour lui, la couleur et la matière doivent dynamiser l'intérieur. Elle ne doit pas juste préserver la nature, tu vois, il n'était pas dans une logique de préserver, il était dans une dynamique
de dynamiser, tu vois, d'envoyer de l'énergie. La couleur, ça nous envoie de l'énergie, quoi. Les chromothérapeutes, enfin, il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus de manière très scientifique. Ils ont un discours très huilé là-dessus. Mais c'est là que d'ailleurs, tous ces murs blancs, maintenant, c'est beaucoup à la mode où on peint tout en blanc. Moi, des fois, je trouve que c'est un peu même angoissant parce que tout ce blanc... D'ailleurs, au niveau du Feng Shui, finalement, c'est que du métal. Et le métal, c'est coupant. Hein. C'est ça. Et donc, c'est vrai que, bon, je dis pas que de temps en temps, il faut pas avoir un peu de blanc, etc. Parce que, voilà, dans des zones de la maison, ça peut être intéressant. Mais tout blanc, moi, je trouve ça assez froid, en fait. Hein. C'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a même une école philosophique américaine qui disait que moins il y a à voir, plus il y a à penser. Enfin, tu vois, when there's less to see, there's more to think about. Et ça, c'est une chose terrible, parce que tu vois, à partir du moment où c'est considéré comme une perception, enfin, tu vois, une construction philosophique, généralement, ça fout le complexe à tout le monde, quoi. C'est comme l'art contemporain, enfin, tu vois, il a fallu du temps avant qu'on puisse commencer à dire que c'était peut-être une imposture. Mais le mur tout blanc, il en dit long du peu de choses qui nous restent à dire. Nous, en tant que consommateurs, tu vois, lambda, on n'a plus grand-chose à dire. Et en effet, si ton initiative de vouloir partager des techniques et une certaine approche de la peinture des murs, pour rester très simple, elle redonne, si c'est bien fait, si on y arrive, elle redonne aux gens des outils pour, à nouveau, se motiver à dire quelque chose sur les murs. Tu vois, c'est un peu ça. Et les murs blancs, c'est, oui, en effet, l'influence de l'industrie qui veut surtout nous vendre de la quantité. Et dès qu'il y a la couleur, c'est trop compliqué. Enfin, tu vois, ça touche les émotions, ça touche... c'est trop compliqué, on vend du blanc, on fout du blanc partout, et comme ça, au moins, on vend des tonnes et des tonnes et des tonnes de peinture tous les ans. Mais ça laisse pensif. Pourquoi mettons du blanc partout ? Tu vois, à mon avis, c'est parce qu'on n'a plus rien à dire. On a été dépossédé, si tu veux, de cette expression plastique qui était la couleur, qui était la forme, qui était... tu peux aller beaucoup plus loin si tu penses à des palais italiens, enfin, tu as toute l'influence que ça a eu en France, les châteaux, etc. Ils avaient plein de choses à dire. Évidemment, ils confirmaient leur position sociale, c'était aussi de la propagande. Oui, certes, mais malgré tout, il y avait des formes, il y avait des attitudes, il y avait une vision du monde. Enfin, tu vois, tisser autour de soi le reflet de sa pensée, c'est profondément humain. À Lascaux, il y a quoi, 30 000 ans, ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose. Donc je crois que il est urgent de redonner concrètement, et on en viendra à montrer à quel point ces outils sont accessibles et qui permettent justement d'échafauder cette démarche merveilleuse qui est celle de dire quelque chose, quoi. Dire quelque chose sur un mur. On n'est pas tous des écrivains, enfin, on est tous, tu vois, l'école favorise tout ce qui est verbal, mais plastiquement, on peut exprimer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Voilà. Et donc, à partir de cet incident, donc j'avais 16 ans et demi, c'est 17 ans, à partir de cet incident, je me suis souvenu de toute la démarche de mon père, et je crois que je l'ai un peu plus verbalisé que lui, tu vois, c'est-à-dire que moi, cherchant à comprendre, cherchant à confirmer ce que j'avais ressenti en le voyant faire, je l'ai verbalisé davantage, quoi. Puis je suis plus bavard que lui aussi, c'est vrai, donc c'est passé un peu par les mots, mais n'empêche que c'est intéressant parce que quand tu formules cette démarche intuitive et instinctive, tu vois, qu'il avait par des mots, tu te rends aussi capable de le transmettre, tu te rends capable d'en parler, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu mes périodes, mais j'ai essayé d'être un peu militant par rapport à ça et d'éveiller la conscience des gens en leur disant que c'était dommage de passer à côté d'une merveille aussi accessible, tu vois. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tu vas peindre aussi bien dans les maisons, chez les particuliers. Je me souviens qu'avec ta femme, tu as été aussi travailler dans une chapelle. Bien sûr, bien sûr, ouais. Donc tu vas aussi bien allier le côté aussi créatif, la restauration aussi d'anciens châteaux. Je crois que tu m'avais dit aussi que tu avais travaillé dans des châteaux. Bien sûr. Mais voilà, je trouve ça chouette de voir que tu te cantonnes pas en fait à un type d'habitation, mais tu essayes vraiment d'offrir ça un peu à tout le monde.
Et de montrer que, certes, il y a des techniques qui étaient utilisées avant pour les châteaux, les chapelles, etc. Mais on peut aussi remettre ça dans nos habitations, dans le quotidien, finalement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, toi, je ne suis pas très orthodoxe dans ma manière de fonctionner. Hein. En France, soit tu es peintre décorateur, soit tu es restaurateur, soit tu es peintre en bâtiment, soit tu es artiste peintre, soit tu es peintre abstrait, soit tu es peintre de figure. Enfin, tu vois, il y a comme ça ribambelle de catégories dont je me fiche complètement. J'y pense jamais. Je sais pas, j'aime pas me retrouver coincé là-dedans. Et justement, les occasions sont nombreuses de pouvoir... Alors tu dis offrir ça aux gens. On n'en est pas encore là. C'est-à-dire qu'il faut, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle tu t'adresses, que ce soit une chapelle, comme tu dis, privée, que ce soit un château, que ce soit une maison bourgeoise ou que ce soit un appartement HLM, ce qui m'arrive également, ça va pas de soi. Tu ne viens pas... Tu vois, on n'en est pas encore à l'heure où on offre la peinture écologique, naturelle, on ne l'offre pas encore. Ça demeure toujours... Et j'espère le moins longtemps possible, mais ça reste toujours une question qui heurte, tu vois, l'habitude culturelle de tout un chacun ici. Tu vois, ça va pas de soi d'avoir de la peinture écologique chez soi. Ouais. Et donc, il y a toute une... Et c'est en ça que m'a servi le fait de formuler toute l'expérimentation de mon père. Ça m'a servi justement d'approche la plus psychologique, la plus sensible, la plus philosophique même parfois possible pour faire laisser les gens ouverts, tu vois, à cette question-là. Sinon, les gens se ferment. Tu vois, on a affaire... la clientèle d'aujourd'hui, c'est essentiellement des gens qui sont nés après la guerre. Et ces gens-là, avec la logique progressiste qu'on leur a vraiment... fichu dans les veines, enfin, tu vois, ils voient tout ce qui est écologique comme étant régression, d'une certaine manière. Tu vois, ça ne fait pas partir de ce progrès technique que nous a offert l'industrie après la guerre. Tu vois, des peintures qui se lessivent, des peintures super résistantes, etc. Et en fait, ce qu'a mis en lumière l'industrie à ce moment-là, eh bien, ces peintures pétrochimiques, hein, pour les nommer, ça a du coup mis dans l'ombre toutes les autres techniques qui existaient depuis très longtemps. Tu vois, ça les a mis dans l'ombre. Du coup, de toute façon, tu vas nous en parler de façon beaucoup plus précise juste dans la prochaine vidéo. D'accord. Par rapport à l'histoire de la peinture, pour voir vraiment comment on est parti sur la peinture pétrochimique. Mais voilà, quand je parlais d'offrir, parce que je trouve ça chouette de pouvoir amener ça. C'est pas quelque chose forcément qui est que pour une élite, entre guillemets. Non, surtout pas. Et je pense que c'était là-dessus où je parlais d'offrir. C'est que ça puisse être accessible à un maximum de personnes. Bien sûr. Ça paraît paradoxal. Tu vois, de proposer un produit qui soit sain, qui soit dynamisant, qui soit, je vais dire le mot, beau. Voilà, qui soit très intéressant sur le plan de la texture. Tu vois, c'est vraiment très très loin de ce qui est conventionnel. Mais ça peut paraître paradoxal d'avoir à forcer la porte, tu vois, pour pouvoir introduire ce genre de matériaux chez les gens. Ça dénote de la même pauvreté, si tu veux, que la couleur blanche. On est convaincu qu'il faut que ça se lessive, que ce soit super dur, et puis que ce soit blanc, quoi. On est tu vois, la plupart des gens sont convaincus de cette dimension-là. Donc toi, tu arrives avec une valise remplie de couleurs, de matières, de textures, de produits naturels, et pourtant, tu n'es pas accueilli les bras ouverts. Tu vois, ça va venir. Tu fais en sorte que ça vienne. Tu vois, il faut en faire la promotion, et c'est très important. Mais voilà, dans ma partie, c'est pas encore une offrande. C'est encore une bagarre pour essayer d'ouvrir ces loquets des gens qui sont nés après la guerre et qui sont convaincus que la pétrochimie a mené vraiment la peinture à un degré inaccessible avec nos petits fromages ou, tu vois... Mais c'est comme avec les maisons anciennes en pierre, etc. Maintenant, il y a tellement de revêtements qui sont faits en ciment.
Et puis après, on plaque les murs en pierre avec du placo-plâtre. Et du coup, tout reste dans l'humidité. Les murs en pierre sont pas du tout faits pour ça. Ils sont faits pour respirer avec de la chaux, etc., avec des matériaux naturels. Et c'est vrai que moi, à chaque fois, ça me fait mal au cœur de voir ces maisons qui sont en pierre. Enfin, moi, j'adore les maisons en pierre. et de voir que finalement, on empêche ces maisons de respirer. Et c'est vraiment aussi... notre maison, c'est un reflet de nous-mêmes, en fait. Complètement. Et donc, du coup, quand on est dans quelque chose de trop enfermé, ça nous empêche aussi, nous, de respirer, d'avoir un contact avec l'extérieur, etc. Et d'avoir quelque chose qui soit fluide, qui permet vraiment aux énergies de circuler, etc. Donc là, on bloque tout. Tu vois, je reprends l'anecdote de mon père sous sa douche, tu vois, en train d'admirer les vertus de sa peau. Enfin, tu vois, c'est magnifique. Bon, la maison dont tu parles avec le béton, ce serait mettre un film plastique tout autour de cet avant-bras, tu vois. Et on va pas s'étonner si, tu vois, il y a de la condensation, si ça, au bout de quelques semaines, ça commence à pourrir et que ça commence à dégénérer. C'est exactement la même logique. On a où l'industrie nous a fait oublier cette logique ancestrale, surtout parce que on met plus la main à la pâte. C'est-à-dire que le paysan, jusqu'à il y a très peu de temps, entretenait sa maison, éventuellement construisait sa maison, ou faisait une avancée pour le fiston qui s'installait. Donc il était dans le processus de fabrication. Il avait les matériaux locaux, il savait les mettre en place parce qu'une tradition existait encore, et c'était pas forcément Palladio ou un grand architecte qui allait s'exprimer, mais en tout cas, si tu veux, le bon sens, qu'on appelait le bon sens paysan, était tout à fait vivant en lui. Tu vois, je sais plus qui disait qu'il aimait les paysans parce qu'ils ont... comme il dit, j'aime le paysan, il a pas suffisamment étudié, et il n'a pas suffisamment étudié pour réfléchir de travers. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, c'est la matière qui lui parle. Tu vois, c'est un peu ce rapport qu'avait mon père. C'est le matériau. Tu peux pas lui faire dire n'importe quoi. À un moment donné, ça marche pas. Tu vois. Et donc la logique industrielle nous a proposé des produits qui sont préfabriqués, qui sont déjà assemblés, moulés. Enfin, tu vois, t'as plus qu'à les coller les uns sur les autres. Et c'est tellement dur que ça a l'air de tenir, ça a l'air de fonctionner, tu vois. Sauf que le contre-coup, c'est toi dans la maison qui respire pas bien, qui a des otites, enfin, je sais pas, tu vois, il y a une myriade de problèmes annexes, quoi. C'est comme les maisons faites avec les parpaings, c'est vrai que bon, c'est chouette. Hein, c'est dur, quoi, on va dire, voilà, ça tient. Et quoique, moi j'ai un ami architecte, il me dit que de toute façon, on sait que le ciment, à un moment donné, est fait pour se désagréger, donc on sait pas au bout de combien de temps, si c'est... 60, 100 ans, 150 ans, etc. Alors, il paraît que c'est beaucoup plus long que ça. Mais à un moment donné, de toute façon, ça va se désagréger, alors que les maisons en pierre, ou même les maisons en bois, quand on voit qu'il y a des maisons en bois en Russie qui ont des centaines et des centaines d'années, je suis pas sûre que nos maisons en parpaing qui paraissent si solides à l'heure d'aujourd'hui, ce que ça va donner dans le futur. Écoute, moi j'ai eu un autre son de cloche par rapport au béton. On m'a dit que c'est la 3e plus grosse pollution sur Terre, parce que justement, elle se désagrège pas. Tu vois, ça reste un matériau inerte que la nature ne peut pas réassimiler. D'accord, Donc ça fait un tas de poussière quand même sur Terre qu'on accumule depuis pas mal de temps. Et la solidité d'un parpaing, j'en doute pas, tu vois, c'est très très solide. Ça va être tellement solide que ça va être encombrant. À un moment donné, tu vois, enfin, une image architecturale qui est jamais visitée, enfin tu vois, une dimension d'architecture qui est jamais visitée par les touristes, c'est les banlieues. Oui. Tu vois, c'est pourquoi ? Parce que tout le monde a fait sa petite avancée sur le pavillon avec sa véranda, parce que n'importe quel maçon pouvait empiler quelques parpaings. Il n'y avait pas de geste architectural à ça, tu vois, c'était vraiment faire du Lego avec des matériaux collés, histoire d'augmenter la surface du mètre carré et donc d'augmenter la valeur du patrimoine. C'est une logique qui n'est pas très noble. Et du coup, je trouve une image parlante, tu vois. C'est pour ça que personne ne va visiter les banlieues. Alors qu'on va visiter sur les quais de la Seine, le bâtiment du Louvre, etc. Alors oui, ce sont deux extrêmes, mais ça montre malgré tout que le paysan dont je parlais à l'instant était pas déformé par le matériau préfabriqué, tu vois. Il restait dans une tradition, donc il avait appris par son père, son oncle, le voisin, etc., à entretenir et à agrandir modestement sa maison. Et c'est ce qui donne à ces maisons, s'il en existe encore quelques-unes, tu vois, un charme inouï qui a gardé l'empreinte
de celui qui travaille. Tu vois, tu peux laisser ton empreinte dans la terre, dans un enduit, dans une peinture. Tu peux laisser ton empreinte. Ce qui est plus difficile, ce qui est quasiment impossible d'ailleurs, avec les matériaux de l'industrie. Tu vois, le tout blanc dont tu parles, il est révélateur parce qu'en fait, il est tellement blanc qu'il n'a plus d'empreinte. D'ailleurs, c'est fou parce que si tu regardes un mur blanc peint avec du blanc de titane la plupart du temps, il renvoie pas la lumière. C'est très très bizarre. Si tu regardes une pièce blanche, tu as même du mal à déterminer les angles. Oui. Tu vois, tu sais pas très bien comment te positionner. Parce que la lumière, elle joue pas avec la surface de cette peinture-là. Tu vois, c'est très très différent quand tu remplaces justement une pièce peinte comme ça, tu la peins avec un autre matériau naturel, tout d'un coup, tu vois, la lumière chante très différemment sur la surface de ces murs-là, et ça te permet à toi d'appréhender la pièce avec beaucoup plus de tranquillité. C'est pas intellectuel, juste tu l'appréhendes, tu te sens dans un espace. Tu vois, tu peux te sentir dans un espace. Dans une pièce blanche, qu'on appelle hôpital généralement, tu sais, tu as beaucoup de mal à te positionner. Tu sais pas à quelle distance exactement sont les murs, tu vois. Ça nous met mal à l'aise, en fait. Ça nous met vraiment mal à l'aise. Voilà. Et donc, il est, évidemment, selon moi, il est grand temps de changer. C'est ça, c'est un retour vers le futur, quoi, tu vois, d'aller vers, de revenir à des matériaux qui nous permettent d'appréhender l'espace avec beaucoup plus d'aisance, d'être dynamisé sur le plan cellulaire, tu vois, vraiment de sentir, de sentir qu'il se passe quelque chose de dynamisant, tu vois. De revenir à prendre possession des outils de production. Tu vois, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait 3 mélanges, comme on va le montrer, tu t'en reviens pas, tu dis mais ça m'a coûté 10 €. Enfin, tu prends le pinceau, tu fais ça et tu dis mais mon mur est peint, quoi. C'est moi qui l'ai peint, c'est gratifiant, tu vois. Et en même temps, tu reprends possession des outils de production. C'est-à-dire que ta garantie, c'est pas de pouvoir faire fonctionner les assurances s'il y a un dégât des eaux. C'est d'aller pouvoir réparer le truc si ça arrive. C'est ça. Ta garantie, c'est toi. C'est pas l'assurance que tu payes à ton assurance. Tu vois, c'est très différent comme approche. C'est clair. Voilà. Donc c'est surtout, en tout cas, moi ce qui me stimule, c'est ça. Tu vois, c'est de remettre les outils de production dans les mains des gens. Et après, qui s'enthousiasment avec ça, ça me regarde plus, mais c'est tant mieux pour le monde, si tu veux. Tu vois, là où j'avais la meilleure expérience, c'était en quittant le Mexique, où on avait séjourné pas mal de temps avec les enfants. Je m'étais fait évidemment copain avec tous les artistes du coin, et qui n'avaient pas un rond. Et il y en a un parmi eux qui était super sympa, qui m'a demandé si j'avais pas une combine pour justement repeindre sa maison pas cher, parce que je voyais bien au Mexique, tu fais un voyage dans le temps, si tu veux, quand tu reviens là, ou en Afrique, tu vois s'installer les Valenti, enfin, je ne vais pas leur donner leur nom, mais si tu veux, des entreprises de pétrochimie qui s'installent, qui font des centres de formation, qui ont leur lieu de distribution, enfin, tu vois le truc tentaculaire s'installer en très peu de temps, et les locaux n'ont pas la connaissance pour peindre eux-mêmes, tu vois, leur maison. Et donc là, le prix de l'acrylique au magasin était inaccessible pour lui, et il m'a demandé si j'avais une combine. Et bien sûr, tu vois, je suis allé, on a fait 2-3 mélanges, un peu de chaud, un peu de terre, un peu de couleur, et c'était fait, en fait, tu vois, c'était réglé. Et il fallait que je parte le lendemain, on partait définitivement le lendemain. Et une semaine plus tard, j'ai reçu une photo de ce qu'il avait fait de sa maison. Et avec l'habitude, tu vois, décorative, artistique des Mexicains, c'est merveilleux de voir que le blanc, ça leur parle pas. Enfin, tu vois, ça veut rien dire. Tu vois. Et il a fait une composition colorée sur la maison, mais qui était digne d'un Matisse, quoi. Enfin, tu vois, c'était bien au-dessus du Corbusier. Enfin, c'est une puissance, d'une joie, et tout ça avec 3 francs 6 sous. Donc il était content, il m'a envoyé la photo. Tu vois. C'est chouette, et c'est vraiment ça qui est chouette. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que on est beaucoup plus inhibé à ce niveau-là en Europe, en tout cas ici en France. Mais je pense que la confiance vient en faisant. Et donc, avec ces outils qui sont très très faciles d'accès, il y aura moyen pour ceux qui veulent se plonger, hein, c'est une plongée un peu dans l'inconnu au départ, avec quelques petites béquilles qu'on va pouvoir partager, mais c'est très enthousiasmant, enfin, vraiment, on reprend confiance, et on revient justement à se connecter à ce dont tu parles, c'est-à-dire cette capacité qu'on a tous en arrivant au monde de gérer la complexité. Moi, je le résume comme ça. Chaque bébé qui arrive au monde, il est capable de gérer la complexité de ce monde. Voilà. Et ça, on le dépossède de ça très rapidement.
mais c'est un autre sujet. Et on se retrouve tous comme des orphelins, et on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien. Enfin, voilà, quoi. Si je peux participer un petit peu à cette reconstruction-là, je serais très content. C'est vraiment ce que je propose aux gens, c'est de retrouver cette autonomie personnelle et de retrouver son pouvoir intérieur. En fait. C'est ça, c'est vraiment ça. Et l'autonomie intérieure, je crois qu'il ne faut pas qu'elle soit décorrélée de l'autonomie communautaire. C'est-à-dire que le fait de partager, j'encourage les gens que ça intéresse de le faire également. Et en partageant, on prend conscience de notre dépendance à la communauté, à notre entourage, à notre famille, à nos voisins. Enfin, et ça, je réfléchis plutôt là-dessus en ce moment, c'est-à-dire que plutôt qu'une autonomie personnelle, qui est nécessaire, qui est le fondement si tu veux, ce serait bien qu'on arrive à une autonomie communautaire, tu vois, qu'on retrouve ce lien. Pour moi, quand tu reprends ton pouvoir intérieur, c'est vraiment reprendre son pouvoir intérieur pour pouvoir prendre sa place dans la société et rayonner qui on est, parce qu'on a chacun un rôle important à faire, et encore une fois, on est chacun différent, pour moi, on a chacun un rôle qui est important à faire, et si on ne le prend pas, ce rôle-là, personne d'autre peut le prendre. Et donc c'est vrai que de toute façon, on est comme des pièces de puzzle où chacun va réussir à apporter aux autres. Mais c'est vrai que si on ne prend pas, par contre, déjà, dans un premier temps, son propre pouvoir, c'est plus compliqué. C'est ça. Mais moi, je pense que le fait, c'est pas pour te contredire du tout, mais le fait d'avoir à reprendre son pouvoir propre, ça dénote encore une fois que la société n'a pas été capable de nous le révéler. Si on pense aux Amérindiens, tu avais un nom à la naissance, mais il fallait que tu gagnes ton nom par tes actions, ton tempérament, et ça sous-entend que les adultes attendaient de voir l'évolution de l'enfant avant de lui donner son vrai nom, parce qu'en fait il lui fallait laisser le temps de s'exprimer. C'est très beau, c'est clair, tu vois, on lui demandait pas de se conformer à une façon de faire, on lui demandait de s'exprimer, enfin on lui demandait certainement rien du tout, mais en tout cas on l'observait finement, et en fonction de son tempérament, de son attitude et de ses actions, on allait pouvoir lui donner un nom qui corresponde, souvent un nom d'ailleurs qui était tiré de la nature, enfin, tu vois, ils étaient complètement connectés. Alors qu'en effet, tu as raison, on est ici en Occident comment dire, tellement orphelin de ce regard des adultes sur nous quand on est enfant, tu vois, un regard bienveillant, un regard qui cherche à te découvrir, et tu vois, qui n'attend pas à ce que tu te conformes, qui cherche à te découvrir. On est orphelin de ça, et du coup, par élan de vie, tu vois, il va falloir qu'on s'impose d'une certaine manière, tu vois, pour que les gens découvrent notre tempérament, notre pouvoir, et l'acceptent, tu vois, donc c'est plus complexe comme démarche, tu vois. Je trouve que naturellement ton tempérament, c'est Jacquard qui disait ça, il dit si je dis je, c'est parce qu'on m'a dit tu, tu vois, donc il y a bien quelqu'un qui d'abord m'a dit tu, ça m'a permis d'exister, de dire je, quoi, c'est vraiment ça. Mais la réalité, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réapparaisse aux yeux des autres, quoi. Mais pour moi aussi, dans les populations traditionnelles, il y a quelque chose qui joue un rôle important dans le fait d'apprendre qui on est, etc. C'est aussi les rituels de passage, les rites de passage, qu'on a complètement oubliés à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que quand un enfant fait un rite de passage, et du coup, pour mon fils qui a 7 ans, on lui en a fait un, et tous les 7 ans, on va en faire un pour mes garçons. Je trouve que c'est important parce que ça leur permet de se confronter à la nature, de se confronter à eux-mêmes, de se confronter à qui ils sont, etc. Et ça permet finalement d'aller savoir qui on est à l'intérieur de nous. Tout à fait. Et c'est vrai que à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire ça. Et oui, on est dévié en fait. On est dévié. Déjà, on vit très rarement dans la nature. Ça, c'est le grand tort de l'urbanité galopante. Et puis, deuxièmement, on ne voit plus, en tant qu'enfant, on ne voit plus le travail. Tu vois, si tu étais paysan, tu voyais bien l'activité de ton père, de ton oncle et de ta tante et de ta maman. C'était tantôt les foins, tantôt les animaux, tantôt réparer la toiture, tantôt... Enfin, c'était d'une diversité formidable. Et à chaque fois, tu voyais des hommes et des femmes en action. Donc, s'il y en a une qui te parle plus que les autres d'action, tu t'identifies, enfin, tu te découvres là-dedans. Si on te met dans une boîte blanche dès l'enfance, il va être beaucoup plus difficile de se découvrir. Tu comprends ? On se découvre par rapport aux autres.
Et donc, le constat. Tu vois bien, je vais toujours vers le même constat. Et il faut donc, je crois, remontrer des exemples. Ouais. Tu vois, je crois beaucoup au mimétisme. Je crois que c'est pas mal dévalorisé parce que mimétique, ça veut dire presque animal. Tu vois, d'imiter quelque chose, comme ça, sans que ça passe par la verbalisation. Tu vois, c'est un peu, c'est la logique de l'école. L'apprenti, c'était ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement on apprenait en observant le maître. Et l'enfant se construit. Tu vois, c'est d'où le grand problème de l'adolescence avec ses rituels manquants. Je crois qu'un des rituels qui était vieux comme Hérode et qui est mort avec la logique industrielle, c'était l'apprentissage. Tu vois, tu étais enfant, tu t'épanouissais physiquement. Hein, tu galipais, tu te bagarres avec tes frères et sœurs, tu grimpes aux arbres, tu traverses les rivières, tu vas dans le chaud, tu vas dans le froid. Enfin bon, quand t'es gamin, vivant à la campagne, ce qui est un luxe aujourd'hui, tu te développais physiquement. Tu avais finalement besoin d'un environnement assez restreint. Ta maman suffisait, tes frères et sœurs suffisaient, et puis quelques voisins. Enfin, ça suffisait. Tu avais les animaux. Enfin, ça suffisait largement dans l'enfance. Puis dès que tu arrivais à l'âge de raison, tu allais commencer à participer à l'activité de la maison. Et puis, arrivé à 14 ans, tu étais prêt à te former à un métier et à te former intérieurement, te construire intérieurement, afin qu'à la sortie de l'apprentissage, vers 20 ans, tu puisses trouver une maison, une femme et faire des enfants. Enfin, c'était la logique. Ça sous-entend qu'à 20 ans, tu étais construit. Ça fait rêver aujourd'hui, ça fait rêver, parce que on traîne, on fait étudiant prolongé jusqu'à 25, 27, 28, 29, on arrive sur un marché du travail, enfin bon, je ne veux pas changer trop de sujet, mais si tu veux, on se retrouve justement adolescent encore à 50 ans. C'est-à-dire que dans cette phase où cet être puissant en devenir, tu vois, avec manifestement dans le cerveau des explosions de synapses comme jamais dans sa vie, qui demande à trouver un sens à sa vie, tu vois, qui veut faire partie d'un projet, enfin... Eh bien, ce jeune adolescent, on l'a délaissé depuis 150 ans, quoi. Il a commencé à errer dans les rues. C'est vraiment historique. Et ça, je crois que c'est assez récent qu'on puisse commencer à reconsidérer des rituels par rapport à l'adolescence, tu vois. Et on se dit, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire d'accueillir l'adolescent dans le monde adulte. Ça en dit long déjà, enfin, qu'est-ce que le monde adulte aujourd'hui, on l'accueille dans quoi, pour faire quoi, enfin, quel est le sens de tout ça, ça serait à définir, ce serait un chantier merveilleux, mais ça explique que bon nombre d'hommes de 50 ans sont encore adolescents, fondamentalement, tu vois, et c'est pour ça une fois qu'ils ont un cadre, le travail, le sport, et puis éventuellement la famille, ils en sortent plus. Je fais quelques formations, et je suis surpris de voir qu'à chaque fois, les formations sont remplies à 99% de femmes. Les hommes ne se remettent pas en question. J'ai vraiment ce sentiment. Moi, c'est pareil. Hein. Tu vois, mais je crois que, tu vois, c'est ça, quoi. T'es adolescent, tu demandes, personne ne te regarde, personne ne t'accueille. J'ai des copains qui sont dans les compagnons, qui sont désolés de voir combien tout ça, c'est en train de s'effriter. Que le compagnonnage n'accueille plus, justement, cette énergie de la jeunesse adolescente et n'aide pas à construire. Pour donner un sens. Devenir compagnon, maintenant, c'est vers les 18-20 ans, je crois. Déjà. Non, tu peux commencer avant. Tu peux même après, si tu veux. Maintenant, ils prennent tout le monde parce qu'ils sont en train de se casser la figure. Mais tu peux commencer à 14 ans. Tu peux commencer. Alors, oui, il peut y avoir des... Je ne suis pas en train de défendre les compagnons, mais si tu veux, c'était les corporations d'avant. Enfin, en gros, une corporation, elle était responsable socialement, elle était responsable de la construction de la jeunesse, et elle avait un corps, elle était visible, tu vois, c'est-à-dire... Tu vois, travailler au noir, c'était des lois qui avaient été mises en place. Travailler au noir, ça voulait dire quand les lampes s'éteignaient tu vois, quand les lampadaires étaient éteints dans les rues, on était dans le noir. Il était interdit pour un artisan de continuer à faire travailler son apprenti. Tu vois, et il était aux yeux de tous. Il fallait que la boutique soit sur rue pour que tout le monde puisse le voir. Tu vois, qu'il triche pas. C'était ça, pas travailler au noir. Et donc, tu vois, ils avaient une responsabilité sociale, de construction de l'enfant, psychologique, même spirituelle, tu vois. Et tout ça, ça nous manque. D'où le retour au rituel, j'en entends de plus en plus parler, je vois bien, il y a des mouvances en ce moment qui reconsidèrent cette dimension-là avec le plus grand sérieux, quoi. Mais je te remercie pour toute cette approche. On a été même encore plus loin. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça super intéressant. Je pense que ça va intéresser aussi beaucoup de personnes de voir que finalement,
on a pu aller même plus loin que simplement ta présentation. On a vu plein de sujets hyper intéressants. Ce que je vous propose, c'est que la prochaine fois, on va aller découvrir en fait l'histoire de la peinture. Tu vas nous expliquer comment on est arrivé aux peintures qu'on trouve maintenant dans nos étals et voir comment en fait, après aussi quel est l'impact sur la santé. Et aussi, on va aller voir la relation entre la peinture et nos cellules, mais aussi notre corps énergétique, etc. Et voir comment tout ça s'imbrique. Donc, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver avec Patrice. Et puis, si toute cette aventure vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Voilà. Merci Christelle et puis à une prochaine fois. Au revoir.